Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'isolation, des bonnes questions, lesquelles devraient aller vers les bonnes réflexions pour aboutir aux bonnes solutions. Vous êtes ici dans la version longue. Alors, donc comme je vous le disais, le thème ce sont l'isolation thermique, les bonnes questions qui normalement devraient nous emmener aux bonnes réflexions. Ah, pardon, fausse manœuvre, voilà, là. Et lesquelles bonnes réflexions devraient nous emmener aux bonnes solutions. Alors, que retenir de tout ça? Est-ce que nous appliquons, et pourquoi cette vidéo? Est-ce que nous appliquons les bonnes solutions? Oui, non, on va repartir des objectifs directs actuels qui sont, donc on isole pour limiter les transferts de chaleur, l'hiver donc de l'intérieur vers l'extérieur et l'été de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les objectifs, l'hiver d'isoler pour maintenir une bonne température déterminée à moindre coût, et l'été, l'objectif par contre, c'est isoler pour ne pas souffrir d'une température excessive. Les objectifs actuels donc, que nous venons de voir sont-ils de mauvaises pistes ou des pistes insuffisantes? L'hiver, nous prenons pour base que la température est prépondérante pour le confort et pour maintenir une température correcte sans qu'elle coûte trop cher, nous ciblons un R déterminé, lequel induit une épaisseur d'isolant qui sera dépendante du lambda de cet isolant. Et l'été, l'objectif est la limitation de température. Et cet objectif est dépendant de la performance de l'isolation pour l'hiver, puisque c'est l'hiver qui détermine l'épaisseur. Alors, on a une première erreur l'hiver, qui est que l'objectif est le maintien d'une température de se maintenir à une température ciblée et non d'atteindre le confort. Sujet qu'on a déjà amplement développé ici, je vous ai mis plein de liens dans le descriptif. Alors, petit rappel rapide néanmoins de ce que sont les ressentis de confort. Ils sont liés l'hiver à la teneur de vapeur d'eau dans l'air, ce qu'on appelle l'humidité relative, donc si possible le plus proche possible de 55%. Je vous ai mis les liens vers des explications sur ce qu'est l'humidité relative, la stabilité de l'air, donc pas de courant d'air, la stabilité de la température, éviter les variations importantes ou rapides, une température la plus uniforme possible, donc entre les pièces, les températures air et parois les plus proches possibles l'une de l'autre, le mode de chauffage par rayonnement infrarouge, et enfin, dernier point, la température de l'air. Et si nous pensions le confort, que faudrait-il faire? Il faudrait, on va revenir un petit peu, atteindre une humidité relative proche de 55%, donc située en tout cas entre 45 et 65%, assurer une étanchéité au vent la meilleure possible, maintenir à une température stable, je redis, chauffer et isoler le plus uniformément possible, choisir des parements de parois à forte effusivité et opter pour un chauffage par rayonnement. Et donc, ce que manifestement nous ne faisons pas, alors voilà, là j'ai eu un petit problème. Et si nous pensions confort, ça changerait quoi? Avec une humidité relative, je répète et je répète parce que c'est important de ne jamais oublier que ce que les occupants cherchent, ça n'est pas une forte isolation a priori, c'est du confort. Donc, alors, avec une humidité relative stabilisée à 55%, avec une absence de courant d'air, avec une température stable dans le temps et l'espace, avec des parois chaudes et à rayonnement élevé, avec un chauffage par rayonnement, donc on aurait, donc nous aurions un ressenti de confort en chauffant moins. On pourrait avoir le même ressenti de confort en chauffant à une température moindre. Ça, c'est un point extrêmement important. Et si nous chauffions à une température moindre,
Eh ben, tout bêtement, le delta T, donc la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur serait moindre, le transfert de chaleur serait moindre, pour un même coût de chauffage, le besoin d'isolation serait moindre, ce faisant, l'épaisseur d'isolant serait moindre. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Moindre consommation de ressources et d'énergie, moindre dépenses financières et économie d'espace habitable. Et donc, voie de conséquence, si nous isolions en moindre épaisseur l'hiver, quel serait l'impact l'été? Donc c'est important. Alors rappel, l'été, ce qui importe, pour le coup, le confort, c'est de ne pas monter à une trop forte température à l'intérieur, et ceci dépend de ce qu'on appelle le déphasage. Je vous ai mis des liens également vers une vidéo qui explique ce qu'est le déphasage. Alors, si l'isolant dispose de peu de chaleur spécifique, s'il est mis en œuvre à une densité faible, le déphasage sera probablement insuffisant. Donc la chaleur spécifique et la densité faible, je vous ai expliqué dans une autre vidéo, il y a quelques semaines, l'importance de ces deux qualités. Hein. Et donc je vous ai mis le lien également vers cette vidéo. Hein. Donc si le déphasage est probablement insuffisant, il faudra probablement en mettre plus épais ou climatiser. Alors pour rappel, on va essayer de ne pas climatiser, puisque climatiser, c'est un aveu d'échec dans le processus de construire, en tout cas sous nos latitudes. Hein. Et si, à contrario, l'isolant dispose d'une chaleur spécifique élevée, s'il est mis en œuvre à une densité importante, renvoie vers les vidéos dont je viens de vous parler, le déphasage sera suffisant, et ce sans augmenter l'épaisseur d'isolant. Donc c'est quand même un objectif important. Alors on fait quoi? On mise sur une performance hiver et été basée sur une forte épaisseur, ou on mise sur une épaisseur la moins importante possible, attendu qu'il faut qu'elle soit suffisante dans tous les cas cependant. Hein. Avantage d'une épaisseur d'isolant la moins importante possible: économie de ressources, pour la fabrication des isolants, pour les supports, pour la construction globale, hein. Économie également d'énergie, pour la fabrication et la mise en œuvre des isolants, puisque rien ne se fait sans qu'on utilise de l'énergie pour le faire. Hein. Gain en surface utile ou habitable, donc notamment au niveau des parois extérieures verticales. Une moindre épaisseur d'isolant, c'est pour le client donc un gain d'espace, une économie financière, joli bénéfice. Pour la planète, moins de consommation de ressources et d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre et, globalement, moins de pollution. Donc, également bénéfice. Donc là, pour les deux, il y a gain. Alors, à nouveau, et quand même autre question, qui y perd en cas de moindre épaisseur d'isolant? Les fabricants, en tout premier, puisque vente de moins de matériaux. Les négoces, moins de volume vendu. Cependant, on a un peu moins de CA, mais un maintien de la marge parce que le produit est plus élevé en coût. Hein. Donc, si on applique la même marge sur un produit plus élevé en coût, ben, on maintient notre marge. Hein. Les artisans, moindre volume, mais chiffre d'affaires équivalent, puisque donc le matériau est lui-même plus cher, il nécessite souvent plus de temps de travail, hein, et donc la marge est maintenue. Hein. Donc pas de perte de ce point de vue-là. Alors pourquoi continue-t-on à préconiser des isolants peu performants? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Alors en tout premier lieu, je pense que parce que la législation est développée sur et autour d'eux, parce que les normes sont faites pour eux, hein, et donc pourquoi les normes leur sont-elles favorables? Parce qu'il ne faut pas discriminer et qu'on choisit pour étalon les produits les plus vendus. Ce choix est-il fait car il faut ménager des intérêts? Je ne me prononcerai pas. Voilà, ça m'évitera de me faire trop d'ennemis. Hein. Mais néanmoins, on a le droit de penser ce qu'on pense. Hein. Pourquoi les normes leur sont-elles favorables? Libre à chacun, donc ce que je vous disais, hein, on a le droit de penser ce qu'on pense, libre à chacun de se faire une idée. Est-ce que c'est pour ne pas discriminer? Est-ce que c'est parce qu'il faut ménager quelques intérêts? Voilà. Bon, voilà. Je ne me prononcerai pas, j'ai mes propres idées, mais je me les garde. Alors, pourquoi
cependant une grande question qui m'intrigue et qui a été à la base de cette vidéo. Hein. Pourquoi des experts influents disent-ils que le déphasage n'a plus d'importance puisqu'on met épais d'isolant? Je me pose quand même quelques questions. Hein. Pourquoi disent-ils que les isolants biosourcés, de ce fait, ne présentent plus d'avantages? Je n'ai pas d'explication, mais ce qui est certain, enfin peut-être j'en ai un peu quand même, ce qui est certain, c'est que je ne fais pas partie de ceux-là. Alors pourquoi je ne fais pas partie de ceux-là? On va le développer un peu. Alors, ces experts ont-ils raison? Ont-ils tort? Eh bien, je dirais, ils ont à la fois raison, ils ont à la fois tort. Pourquoi ont-ils tort? Parce que l'été, au-delà de 27 degrés, le lambda se dégrade très vite, très très vite. Il monte la température monte très haut et sous un toit, cette température peut effectivement dépasser allègrement les 70 degrés. Donc on est bien au-delà des 27 degrés, au-delà desquels on ne maîtrise plus l'isolation du fait du lambda qui lui-même mesure la conduction. Donc, pourquoi ont-ils raison? Parce que, effectivement, en mettant épais d'un isolant à bon lambda, même à faible épaisseur spécifique, même en cas de faible densité, les calculs prouvent que le déphasage est suffisant. Mais ce sont les calculs. Et comme le lambda n'est pas stable, eh bien, pourquoi ont-ils tort? Parce que l'été, même s'il est possible de stabiliser la température, même si le déphasage suffisait, en admettant que le lambda soit stable, ce qui, je le redis, n'est pas le cas, hein, eh bien, malgré tout, même si on avait un déphasage suffisant, cette option n'est pas la plus vertueuse. Et il ne faut pas voir l'isolation comme quelque chose qui est sorti d'un contexte général. Non, ça s'inscrit dans un contexte général. Alors pourquoi cette option n'est-elle pas la plus vertueuse? Parce que le plus souvent, les isolants à bon, voire très bon lambda, sont d'origine pétrochimique ou minérale. Alors, en quoi le fait d'être d'origine pétrochimique ou minérale pose-t-il problème? Parce qu'ils sont d'origine fossile, qui sont donc des ressources non disponibles à l'infini, puisque même les ressources renouvelables ne sont pas disponibles à l'infini, alors le fossile, vous vous rendez compte, c'est encore bien plus limité. Il nécessite plus d'énergie à la production, des fois même beaucoup plus, et que bien que recyclables, il ne faut pas contester qu'ils soient recyclables, mais ça n'est pas parce qu'ils le sont qu'ils le seront recyclés. Hein, et ils ne le seront dans les faits jamais, ou si peu et si mal. Alors pourquoi ne le seront-ils jamais? Je vous ai mis aussi les liens vers 2 ou 3 articles que j'ai écrits qui décortiquent le pourquoi c'est de la poudre aux yeux que de nous dire que les laines minérales, que les polystyrènes, les polyuréthanes seront recyclés. Non, ils ne le seront pas. Ils ne le seront pas pour simplement des raisons bassement économiques. Hein. Si on commence à collecter tous ces matériaux et à vouloir les recycler, ils coûteront plus cher que le caviar au kilo à la sortie. Donc non, ils ne seront jamais recyclés, ça c'est une certitude. Hein. Qu'ils soient recyclables, oui. Qu'ils soient recyclés, non. Voilà, tout simplement. Hein. Alors pourquoi également pose-t-il problème? Parce que ne s'attachant qu'à la limite des fuites de chaleur, il nécessite des épaisseurs plus importantes pour atteindre un R élevé. Puisqu'on ne s'intéresse pas aux autres critères de confort. Hein. On a passé beaucoup de temps au début de cette vidéo sur le confort, on ne s'y intéresse pas. Voilà, on s'intéresse qu'au lambda. Donc le lambda, voilà, il détermine selon un R une épaisseur. Hein. Et donc, comme pour compenser l'absence de qualité de confort du fait de la non-utilisation des autres qualités, que par ailleurs ces isolants ont assez peu, hein, chaleur spécifique médiocre, en tout cas moyenne, hein, densité moins importante, donc moins de capacité en termes de déphasage, en termes de diffusivité, etc. Je vous ai mis des liens qui renvoient vers des vidéos qui traitent de tout ça. Hein. Eh bien, si on fait plus d'épaisseur, si on met en plus forte épaisseur, ceci consomme de l'espace habitable ou utile, et impose, pour avoir une même surface habitable ou utile, une plus forte emprise au sol. Si on a une plus forte emprise au sol, on consomme plus de ressources. Alors, ceci est vrai même
sur l'épaisseur, sur l'isolation dans les toits, puisque, pour rappel, hein, ce qui est habitable ou exploitable, c'est déterminé par la ligne des 1,80 m, plus ou moins 1,80 m par rapport au plancher sur lequel on est posé. Hein. Et donc, comme la hauteur maximale est déterminée le plus souvent par rapport à une hauteur de faîtage, ou quand on fait une rénovation, bah, on a un toit qui est comme il est. Hein. Et donc, si on le rénove par l'intérieur, si on le rénove par l'extérieur, des fois, on n'a pas le droit de le rehausser, ou on ne peut pas quand on a une construction mitoyenne et des toits qui sont en prolongement les uns par rapport aux autres. Hein. Et donc, à ce moment-là, ben, on est obligé de donner de l'épaisseur, puisque on se base uniquement sur le lambda et sur le R, ben voilà, il faut de l'épaisseur. Voilà. Ils nous le disent d'ailleurs. Le déphasage, on n'en tient pas compte, puisque de toute façon, on met très épais. Donc c'est eux-mêmes qui nous le disent. On va pas les contrarier. Hein. Et donc, cette épaisseur importante fait qu'on a moins, même dans un toit, on a moins de hauteur disponible à plus d'1,80 m. Donc si on veut la même surface, ben, on est obligé d'agrandir. Voilà. Donc on consomme plus de ressources, etc. Mais ça, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. Hein. Alors voilà pourquoi, personnellement, je déconseille de préconiser pour tous ceux qui sont en charge d'analyse des bâtis, de conseiller, de calculer, etc. Alors certes, les calculs démontrent à l'évidence que, bah oui, beaucoup d'épaisseur, c'est suffisant, et etc. Mais ça, je vous l'ai déjà dit au départ, on va à nouveau pas y revenir. Hein. Et donc, je déconseille à quiconque, que ce soit l'utilisateur, que ce soit l'artisan, que ce soit celui qui préconise, celui qui prescrit, je déconseille de préconiser ou mettre en œuvre des isolants d'origine pétrochimique ou minérale, pour les raisons que je viens de vous développer, à savoir absence de chaleur spécifique, absence de ou pas suffisamment de densité, non-recyclabilité, consommation de ressources fossiles et donc forcément limitée, consommation d'énergie importante pour les produire, manque de perspirance, moins étanche au vent, etc., etc., etc. Donc on pourrait en dire tant et plus. Hein. Alors, les seuls cas où éventuellement on pourrait les utiliser, c'est si on ne peut pas leur en substituer un autre plus vertueux. Je pense notamment, par exemple, dans le cadre d'isolation de toiture plate, hein, qu'on isole par le dessus le plus souvent, eh bien effectivement les isolants végétaux ne sont pas en capacité de répondre à la demande. Donc là, à ce moment-là, eh bien, mettre un verre cellulaire, c'est, à mon avis, l'option la plus pertinente. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des endroits où on ne peut pas leur substituer autre chose. Donc à ce moment-là, on les retient. On cherche toujours le plus pertinent. Hein. Et voilà, pour tout ce que je viens de vous expliquer, pourquoi je vous conseille, chaque fois que possible, de préférer les isolants biosourcés. Je vous ai mis des liens qui disent beaucoup de choses. Voilà. Alors, ça fait 5 ans que je dis, que je redis, que je redis, mais je crois que c'est ça la pédagogie, hein, c'est remettre 100 fois, 1000 fois l'ouvrage sur le métier, hein, c'est dire et redire, donc un jour ça finira par passer, hein, puisque on en est quand même aujourd'hui à des gens qui sont convaincus d'écologie, hein, j'en suis certain, hein, et des experts, et qui nous disent, bah non, on n'a pas besoin. Je suis désolé de les contrarier, voilà, ça m'énerve un peu quand même, hein, mais c'est de la physique dont on parle, diantre. Je comprends pas que ces gens-là se mettent eux-mêmes en porte-à-faux vis-à-vis de ce qu'ils préconisent, en disant, ben voilà, on s'appuie sur de la physique. Mais oui, justement, c'est ce que je vous dis, c'est de la physique. Il y a des calculs qui sont possibles à faire. On a des équations qui nous disent, qui nous permettent de calculer le déphasage, qui nous permettent de calculer la diffusivité, etc. Tout ça, je l'ai passé dans d'autres vidéos. Alors ça existe. Bon, il y a plein de gens qui aussi ont fait des tests. Il y a des médecins qui ont dit d'où on ressent le confort, etc. Tout ça a été analysé, réanalysé, conforté, confirmé. J'ai œuvré pendant un temps long, hein, en tant qu'artisan. J'ai aussi œuvré en tant que maître d'œuvre. J'ai œuvré en tant que formateur.
On ne compte plus les exemples de gens qui viennent témoigner et nous dire bah oui, j'ai enlevé de la laine minérale, bah oui, j'ai enlevé ceci, bah oui, j'ai remplacé par ça, etc. Et oui, je vois la différence, oui, je consomme moins, oui, j'ai du confort. Je sais pas comment il faut faire. Quelque part, c'est désolant et fatigant, quoi. Hein, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, on y arrivera. Hein. Alors, donc, cette vidéo a été possible parce que j'ai des partenaires financiers dans lesquels, parmi lesquels, j'ai Planète Énergie qui est là, fidèle au poste, hein, donc, et Gramiterm, alors qu'ils sont, donc, pour ce qui est Planète Énergie, une entreprise implantée dans le 77 qui couvre donc le bassin parisien et qui s'organise pour couvrir un petit peu plus large. Hein. Donc ils se présentent eux-mêmes comme ambassadeurs du biosourcé et du local, donc je suis tout à fait OK avec ce qu'ils disent d'eux-mêmes, et ils peuvent s'occuper d'analyser les besoins d'un bâtiment, de préconiser les solutions, de trouver les entreprises qui réaliseront, ou eux-mêmes, puisqu'ils ont aussi des salariés qui œuvrent, et ils peuvent vous accompagner également dans l'élaboration du budget et dans la gestion de votre chantier. Hein. Donc, j'ai mis un lien vers leur site dans le descriptif de cette vidéo. Hein. Et mon autre partenaire est Gramiterm, fabricant d'isolant végétal par excellence, puisque fait à base d'herbe, hein. Donc de l'herbe qui est séchée. Donc on ne se met pas en concurrence avec l'agriculture, puisque c'est de l'herbe qui est récoltée sur les aires d'autoroute, sur les aéroports, etc., qui autrement seraient simplement broyés. Et donc, comme tous les isolants végétaux, cet isolant donc, a une très bonne chaleur spécifique, il a une bonne densité de mise en œuvre, il lutte très bien contre le froid l'hiver, contre le chaud l'été, il est recyclable, il consomme moins d'énergie, etc. Bon, bref, c'est un isolant biosourcé. Hein. Donc, si vous avez des besoins d'isolation en panneaux, donc Gramiterm fabrique des panneaux en diverses épaisseurs, et j'ai mis le lien également dans le descriptif, vous pouvez les consulter, et ils se feront un plaisir de vous livrer en fonction de vos besoins. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je me suis un petit peu emporté, énervé, mais c'est vrai que c'est fatigant de devoir dire toujours la même chose et d'avoir l'impression là de devoir ouvrir des portes qui devraient être ouvertes, quoi. Faut arrêter ça. Hein. Donc, écoutez, je vous souhaite d'isoler, voilà, avec du biosourcé, vous verrez, c'est formidable. À bientôt pour d'autres vidéos.